Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va marier le sport de haut niveau et la musique avec un jeune duo grenoblois qui devrait faire parler de lui dans les années à venir. Bonjour à tous les deux, Robin Douady et Adèle Couvert. Bonjour. Le duo s'appelle Adèle et Robin, et vous nous ferez le plaisir de finir cette émission en live tout à l'heure. Alors en face de vous, il y a, j'ai envie de dire, un trio à lui tout seul, Dorian Coninx. Bonjour Dorian. Bonjour. Champion de triathlon, triathlète d'Échirolles. Dorian, membre de l'équipe de France, qui vient de terminer une saison exceptionnelle, on peut le dire. Victoire en Coupe du Monde, champion d'Europe, et puis surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui est le plus médiatique, cette belle médaille de bronze ramenée des Jeux Olympiques de Tokyo. Ça fait un beau bilan pour une saison d'un sportif. C'est vrai. S'il pouvait y avoir des saisons comme ça tous les ans, ce serait bien. Il n'y a pas des Jeux Olympiques tous les ans, c'est tous les 4 ans. C'est aussi pour ça que cette médaille a de la valeur. Pour des disciplines moins médiatisées, comme peut l'être le triathlon, les JO, c'est vraiment une fenêtre à pas rater. Ouais, pour nous, c'est vraiment l'objectif principal. Une fois que les JO sont passés, on parle toujours en termes d'Olympiade, donc une fois que les JO sont passés, on se prépare pour l'Olympiade d'après. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de sports olympiques de toute façon, mais ouais, c'est vrai que c'est très important. Alors vous avez 27 ans, Dorian, mais ce n'était pas votre première expérience olympique. Vous étiez déjà au JO de Rio en 2016. Ouais, j'étais au JO de Rio. C'est pas forcément un bon souvenir, une très bonne expérience. Enfin, sur le moment en tout cas, mais je pense que ça m'a beaucoup apporté pour la suite et ça m'a permis de mettre ce qu'il fallait en place pour arriver plutôt près à Tokyo. Il y a une différence entre ce que vous avez vécu à Rio, au Brésil. À l'époque, il n'y avait pas de crise sanitaire. Les JO, c'était la fête. Et ce que vous avez pu vivre à Tokyo cet été? Ouais, c'était assez impressionnant la différence. Déjà, en termes d'organisation, Rio, c'était un petit peu limite, alors que Tokyo, c'était ultra carré. Déjà, c'était le Japon, et en plus, avec les raisons sanitaires, ils n'avaient pas le choix. Donc, par contre, ouais, à Rio, en termes de monde, de spectateurs et tout, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. C'était impossible de se déplacer dans les rues de Rio, quoi, alors qu'à Tokyo, c'était un peu plus triste. Mais c'est cool d'avoir pu déjà courir. La distance olympique en triathlon, si je ne me trompe pas, c'est 1,5 km en natation, 40 km de vélo, et on termine par 10 km en course à pied. C'est ça. Ça représente combien de temps d'effort environ? Autour d'1h40, 1h45. Plus ou moins, ça dépend un peu des parcours, si c'est vallonné, si c'est plat, des conditions climatiques, etc. À Tokyo, il faisait très très chaud, très très humide, et ça influe vraiment sur la difficulté de la course. Alors vous étiez engagé en individuel et avec l'équipe de France. En individuel, ça n'a pas marché aussi bien que vous l'auriez aimé, j'imagine? Ouais, j'y ai cru pendant la moitié de la course à pied, on va dire. Ouais, vous faisiez partie des ouais, voilà, j'étais avec le groupe de tête, etc. Donc vraiment de bonnes sensations, et puis derrière j'ai du mal à finir la course, j'ai pris un petit coup de chaud, etc. Donc pas facile, ouais, un petit peu déçu, mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné ce que j'avais à donner, c'était pas le bon jour. Bon, et puis vous avez pris la revanche quelques jours plus tard avec le relais mixte. Ça fonctionne comment un relais mixte en triathlon? Donc un relais mixte, c'est chacun fait un triathlon très court qui dure à peu près 20 minutes, c'est 300 mètres de natation, 7-8 km de vélo et 1,5 km en course à pied. Et c'est une fille qui donne le relais à un garçon, qui donne le relais à une fille, qui donne le relais à un garçon. Donc voilà, ça dure 1h20 en tout, et c'est plein de rebondissements parce qu'il y a 4 athlètes différents qui font à chaque fois 3 sports différents. Donc c'est vraiment, ça part dans tous les sens. On vous voit là en train de prendre votre relais pendant ces Jeux Olympiques, juste avant la natation. On part en courant avant de nager. Il faut bien aller jusqu'à l'eau. Donc il faut courir, mais pas trop vite pour pas arriver carbonisé dans l'eau, et gérer le plongeon parce qu'on arrive avec pas mal de vitesse, on saute. Et il y a vite fait de passer les pieds par-dessus.
Donc voilà, et là j'étais un peu en retrait par rapport aux 5 gars de tête, je crois. Donc il fallait gérer comme il fallait pour comment dire, Pas pour perdre le contact, rentrer, pour revenir, rentrer au moment opportun, pas Vous étiez- mettre de l'énergie inutile. Vous étiez le 2e sur 4 relayeur dans cette équipe. Sur le dernier relais, la gagne était possible. On va voir quelques images. Il reste pratiquement plus qu'un tour de vélo, je crois, et puis un peu de course à pied. Et là, votre coéquipier français passe en tête. Ouais, bah en fait, l'anglais, il avait fait 2 en individuel et c'est vraiment un très gros coureur. Donc Vincent, il revenait, il a fait un retour fantastique sur la première partie de course et il a un peu tenté le tout pour le tout en se disant faut que je le largue direct à vélo et ça n'a pas payé, mais bon. On vous avait en train de l'encourager, parce qu'à ce moment-là, vous aviez fini, vous, la course. Ascenseur émotionnel. Bon, au final, vous terminez 3e. Vous auriez pu revendiquer la médaille d'or parce que l'équipe de France était championne en titre de cette discipline. Ouais, 3 fois champion du monde en titre, on avait gagné le test pré-olympique, donc on avait vraiment les grands favoris. Des grosses ambitions et aussi une grosse pancarte dans le dos. Donc c'est un petit peu décevant, mais en même temps, on a vu plein de favoris se louper. Et repartir sans rien. Nous, on revient avec une médaille. Et la première médaille du triathlon valide français, olympique. Donc c'était quand même une belle réussite. Vous avez regardé les Jeux Olympiques, Adèle et Robin, cet été? Alors, oui, moi j'ai un peu moi regardé. j'ai regardé un peu l'escalade, puisque c'est... Qui faisait son apparition. Voilà, qui faisait son apparition olympique. Après, j'avoue que j'étais bien occupé. Nous, on était occupés à tourner un clip à ce moment-là. Ah. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé les JO. Il n'y a pas eu un énorme impact médiatique sur cette Olympiade, il faut le dire, d'Orient, pour beaucoup de raisons. Ouais, bah déjà, il n'y avait pas de spectateurs. Il y avait peu de journalistes qui avaient eu le droit de venir sur place. Et plus le décalage horaire, etc. Je pense que les gens avaient la tête à autre chose et c'était un petit peu différent des autres jeux. Ouais, on a quelques images, photos de votre podium. Effectivement, là, on s'attend à avoir une foule derrière, enfin devant vous, en train de vous applaudir. C'était pas le cas. Ouais, c'était une course, on va dire, lambda. Il y avait quelques spectateurs, le staff, etc. Mais bon, là, à ce moment-là, on était tellement heureux qu'on ne pense pas vraiment à ce qui se passe autour. Ouais, ça vient récompenser des années d'entraînement intense, puisque le triathlon, c'est 3 disciplines. Donc, c'est 3 fois plus d'entraînement qu'un autre champion. Pas tout à fait, mais pas loin, parce qu'en fait, pour être bon dans un sport, il faut le pratiquer plus ou moins tous les jours. Donc, quand on a 3 sports, il faut pratiquer 3 sports tous les jours. Donc, ça demande vraiment beaucoup de temps, de logistique aussi, et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là, on voit la piscine des Chirolles, qui est votre second bureau. Ouais. C'était en été, c'était cool. Ce matin, c'était pas pareil. Oui, parce que vous y allez, quelles que soient les conditions. Ouais, bah on y est. Donc là, actuellement, il est ouvert jusqu'à mi-décembre, fin décembre, je crois. Le bassin extérieur, ouais. Et ensuite, il réouvre en avril. Quand j'étais plus jeune, on avait la chance de nager tout l'hiver dedans. Enfin, la chance. C'est quand même agréable d'être à l'air libre plutôt que dans une piscine fermée. Ouais. L'eau est chauffée quand même un petit peu. L'eau est bien chauffée. Non. En ce moment, on n'a pas à se plaindre. Quel est le sport de prédilection? Par quoi vous avez commencé quand vous étiez jeune? Du coup, j'ai nagé pendant 10 ans, de 7 à 17 ans, au NC Chirol, avec notamment Jordan Potin, qui était au jeu aussi, on se suit. Et ensuite, voilà, j'ai bifurqué au triathlon à 17 ans. Donc, à la base, c'était la natation. À la base, c'était la natation. Malheureusement, j'ai un peu perdu en natation, donc je pense que j'ai pas de gros points forts, mais j'ai pas de gros points faibles. J'ai tous les sports qui se valent un peu. Donc c'est pas trop mal pour du triathlon. Mais... Alors, on vous voit en vélo, alors home trainer ou route, ça dépend, j'imagine, des entraînements et des circonstances. Ouais, là, on faisait une séance vraiment spécifique triathlon où le but, c'est d'enchaîner le vélo et la course à pied le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour ça que c'est pratique de poser le home trainer sur la piste, histoire de pouvoir juste enfiler les chaussures et partir en courant. Alors, vous êtes licencié dans un club de la région parisienne, Poissy, mais vous n'avez jamais quitté Échirolles. Vous êtes né et vous entraînez une grande partie de l'année dans l'agglomération. Là, c'était le stade Bachelard à Grenoble. Ouais, je suis licencié à Poissy déjà parce que pour courir sur le circuit de première division, il faut un club de première division. Et malheureusement, sur la région grenobloise, il n'y en a pas.
Et par contre, ouais, je trouve que les conditions, elles sont vraiment, mis à part le temps qui des fois est un peu capricieux, autant les parcours vélo que les endroits pour courir, la piscine et tout, c'est vraiment top à Grenoble. Donc voilà, j'ai monté mon petit groupe. On a changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps, mais le groupe est resté. Et puis on a notre organisation avec le staff médical autour. On est bien aidé par le NC Alpes, qui club de nautique. Grenoble Alpes 38, le club de natation qui nous prête des créneaux natation pour pouvoir nager, et aussi avec le club d'athlètes de Grenoble, le AG, qui nous met à disposition une salle de muscu. Donc on est bien. Alors, vous parliez de vos débuts en natation, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas des 3 disciplines celle où vous êtes le plus performant. J'ai envie de dire que la course à pied, c'est là où vous avez des résultats, même indépendamment du triathlon, qui sont de très haut niveau. Ouais, c'est vrai que j'ai eu des bons résultats en course à pied ces dernières années. L'an passé, j'ai eu l'occasion de courir un peu sur la piste, d'aller faire les championnats de France de 5000 mètres. De 5000 mètres sur piste. Avec un podium à la clé. J'ai fini 3e. Face à des purs spécialistes du 5000 mètres. Ouais, donc c'était vraiment cool. Mon problème en course à pied, si on peut dire, c'est plus quand le vélo est très dur. Des fois, l'enchaînement, c'est vraiment spécifique. On a les jambes, c'est pas du tout les mêmes sensations que de courir à sec. Et c'est ce qui me fait mal de temps en temps. Donc c'est pour ça, là, on me voit faire des enchaînements. Et c'est vraiment, je mets un gros accent là-dessus parce que c'est très compliqué, je trouve. Ça représente combien d'heures d'entraînement par semaine pour être un triathlète de haut niveau comme vous? Alors en heures effectives, on est entre 35 et 35 heures par semaine. Mais ça, c'est sans compter les déplacements pour aller à l'entraînement, les temps où on se change. Ah oui, c'est vraiment les heures d'effort. C'est vraiment, je lance la montre quand je commence et je l'arrête quand je m'arrête. Donc ouais, parce qu'après, quand on fait 3 sports, on se change 3 fois par jour. C'est tout con, mais ça prend vite du temps. Puis la piscine n'est pas au même endroit que le stade d'athlétisme. Exactement, il y a les déplacements, il y a les créneaux récup. Je vais 2 fois chez le kiné dans la semaine, je fais de la prépa mentale. Donc les siestes deviennent importantes quand on s'entraîne 35 heures, parce qu'on en fait beaucoup. Donc ouais, tout compris, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a peu de temps libre dans une vie de triathlète de haut niveau. Suivant les périodes, notamment en été, ouais, c'est très chargé. C'est un sport pro aujourd'hui, vous en vivez complètement, vous n'avez pas besoin d'une activité complémentaire? Ouais, j'ai la chance d'être à l'armée, au bataillon de Joinville, donc qui me permettent de m'entraîner à 100%, et je suis détaché en fait pour m'entraîner. Donc ça, c'est vraiment une grosse aide. Puis ensuite, voilà, on arrive en prenant à droite à gauche un petit peu des sponsors, le club qui nous aide un petit peu, les primes de course quand il y a des bons résultats, même si c'est pas tout le temps. Donc voilà, en piochant un peu de partout, on arrive à en vivre de façon professionnelle. Alors là, j'imagine que la saison que vous venez de faire va vous aider éventuellement dans la quête de sponsors, puisqu'il y a 7 médailles olympiques, hein, on peut la remontrer. Adèle et Robin n'avaient jamais touché jusqu'à tout à l'heure. Elle est lourde, hein, je ne sais pas si c'est du bronze massif, mais en tout cas, on sent quand même le métal. Et puis, vous avez fait une superbe fin de saison avec notamment une victoire en Coupe du Monde, sur le circuit de Coupe du Monde. C'était au Canada, quelques jours après les Jeux Olympiques. Ouais, je suis rentré 5 jours en France pour repartir au Canada, donc ça a fait jet lag sur jet lag. Et c'était un format de course nouveau, mais qui était assez dur sur 2 jours, avec des qualifications sur un super sprint, donc des distances de à peu près 20 minutes le samedi. Et le dimanche, il y avait 3 courses coup sur coup, avec les 10 derniers éliminés à chaque fois, et 10 minutes entre chaque course. Donc on a fini, on était... Avec un final sur cette course, on a vu là sur ces images que vous étiez en tête, mais avec un autre Français derrière vous, Léo Bergère, qui est aussi un Isérois. Et on s'est entraîné pendant très longtemps à Grenoble ensemble. Il a rejoint le pôle de Saint-Raphaël en début d'année dernière, au moment où on a fait le changement de coach. Mais ouais, on se connaît très bien et on s'entend bien, donc c'était cool de sprinter contre lui. Et ouais, vous êtes arrivés pour la gagne tous les deux dans cette épreuve de Coupe du Monde. On voit là les derniers mètres et c'est vous qui le doublez sur le finish. C'est vraiment. Et c'est un podium 100% français, c'est la première fois que c'est arrivé en Coupe du Monde. On arrive les 3 Français en tête. Après la petite course des Jeux en individuel, pour les Français, ça faisait du bien de faire ça.
Voilà, triplé français, comme le disent les commentateurs en direct. Dorian Coninx, Vincent Louis derrière, qui était médaillé de bronze avec vous sur le relais. Et puis l'autre Isérois, Léo Bergère, troisième place. Il y a un terreau quand même de champions dans notre département pour le triathlon. Ouais, je pense que le lieu est propice à développer des qualités intéressantes en vélo, en course à pied, etc. Donc, tant mieux. Vous avez déjà senti les effets de la médaille sur votre notoriété, sur le, je sais pas, depuis quelques mois, ça change les choses? Honnêtement, pas tant que ça. Non, bah après, quand on est rentré en France direct après les Jeux, qu'on est allé au Trocadéro, là où il y avait tout ce qui était mis en place, etc., on a vraiment senti une belle ferveur. Il y avait beaucoup de monde pour nous accueillir, pour nous applaudir, etc. C'était vraiment cool, c'est là qu'on a pris conscience. Mais depuis, honnêtement, il n'y a pas... J'essaye de mettre des choses en place, de démarcher des partenaires, etc. Mais c'est pas si facile que ça. Alors, vous parliez des primes de course qui vous permettent aussi de vivre avec une médaille olympique. Il y a une belle prime qui est promise à chaque Français qui ramène une médaille. Je crois que c'est 15 000 € pour le bronze. C'est ça. C'est cool. C'est cool et je crois que ça vous a permis de vous offrir un autre sommet à la fin de la saison. Hein. Ouais, mais c'était une question. On m'a demandé ce que j'avais fait de la prime, et c'est vrai que le truc que j'en ai profité pour faire, alors je pense que je l'aurais fait malgré sans ça, mais on a fait des belles vacances avec ma copine, on a fait le Kilimandjaro. Du coup, c'était une belle expérience aussi, différente, plus tranquille, mais... On le voit là, le sommet de l'Afrique, où il y a encore de la neige éternelle. Moins 20 en haut, moins 20. Et Dorian en tenue plutôt de montagnard, là, au sommet. Là, vous êtes vraiment au sommet, c'est la photo symbolique du sommet du Kilimandjaro. C'est facile de monter là-haut quand on a un athlète de haut niveau? Alors, franchement, pour moi, ça s'est très bien passé, j'ai rien senti. Mais de tout ce que j'ai entendu, on peut pas savoir, tant qu'on n'est pas en haut, on ne peut pas savoir comment on va vivre l'altitude. Et le fait d'être athlète de haut niveau ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si on a le mal de l'altitude, on a le mal de l'altitude et ça devient compliqué. Ma copine, c'était un peu plus compliqué pour elle et j'ai vu que c'était vraiment pas plaisant. Donc j'imagine que ceux qui commencent à vomir, à avoir des mal de tête, etc., des maux de tête, etc., ça ne doit pas être pas une partie de plaisir. On est à pratiquement 6000 mètres d'altitude. C'est ça, ouais, 5895. Vous faites de la montagne quand vous avez un peu le temps ici dans la région? Ouais. J'ai pas beaucoup le temps, mais dès que j'ai le temps, j'adore passer du temps en montagne, que ce soit pour courir en montagne, faire du ski de fond. Hier, j'ai eu la chance d'aller sur la piste. Vous avez goûté la première neige. Et franchement, la neige était bonne. Je pense que la saison va être très bonne parce qu'il y en a beaucoup. Le trail, ça pourrait être une discipline aussi dans vos cordes. Pourquoi pas? Après, je pense que je suis un petit peu lourd pour faire du trail. La descente, ça irait, mais la montée, c'est compliqué. Bon, vous aurez 30 ans pour les prochains Jeux Olympiques à Paris. C'est ça. En 2024. J'imagine que avec cette médaille de bronze, vous allez y aller avec d'autres ambitions encore? Carrément, une médaille de bronze, c'est vraiment cool, mais ça donne aussi le goût de faire mieux, de goûter à ça en individuel aussi, parce que le relais, c'est vraiment très cool et ça me tient à cœur. Mais j'aimerais bien aussi... étoffer mon palmarès individuel, on va dire. Donc voilà, maintenant je suis à fond dans la préparation, on va dire, pour Paris, même si avant il y a beaucoup d'étapes et que j'aime bien prendre les objectifs un à un. Là, c'est quand même un projet sur 3 ans, et puis on verra ce que ça donne. 2 ans et demi même maintenant, parce 2 ans et demi, ça va vite. Le temps passe vite, et puis vous serez certainement également en favori du relais mixte. On pourrait imaginer une course olympique en famille en 2024, Dorian? C'est vrai que ma sœur, elle a fait vraiment une belle saison cette année. Ça faisait plaisir, on a fait pas mal de courses ensemble. On a été sur les championnats d'Europe ensemble, sur ses premiers championnats du monde ensemble. Donc si ça continue comme ça, ce serait vraiment un grand plaisir. Voilà en photo Léa Coninx, qui est un petit peu plus jeune que vous, je crois que vous avez 3 ans d'écart, 4 ans d'écart, qui a été vice-championne de France, je crois, élite l'an dernier, et qui fait partie des espoirs de la discipline. 5e au championnat du monde espoir cette année. Ouais. Donc 2024, elle aura le bon âge pour peut-être être une des 4 membres du relais mix. En tout cas, on vous le souhaite. Ce serait étonnant d'avoir un frère et sa sœur en même temps dans le. Il y a 2 frangins chez les Anglais qui ont dominé pendant longtemps, donc on avait l'habitude de voir 2 frères. Un frère et une sœur, ça s'est pas vu tant que ça, donc ce serait sympa. Il y a des prédispositions dans la famille pour que vous soyez aussi forts tous les deux?
C'est Grenoble, l'air grenoblois. L'air grenoblois qui est effectivement très, très bon. Vous faites du sport, Adèle et Robin, quand vous ne tournez pas des clips Alors le clip est un sport en lui-même parce qu'on passe vraiment des heures. Par exemple, le dernier clip, on a couru littéralement pendant 40 minutes. 40 degrés. Mais non, sinon, c'est compliqué d'avoir le temps de faire du sport en plus des études et de la musique. Donc on aimerait bien. Mais... Sur scène, il faut quand même une certaine condition physique. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Alors, oui, en effet. Non, mais c'est tout à fait vrai. Après, comment dire, les répétitions demandent la même condition physique et je pense que juste le fait de répéter aide déjà pas mal à choper la condition physique qu'il faut pour faire de la scène. Après, c'est sûr que c'est un métier qui est épuisant physiquement parlant, dans le sens où il n'y a pas des super conditions de sommeil. C'est pareil, on ne dort pas beaucoup. Si on répète le soir et qu'on se lève tôt le lendemain matin pour aller à Télé Grenoble, par exemple, et au final, non, voilà, ça peut vite être compliqué physiquement. Puis, les artistes qui partent en tournée, c'est pareil, tu vois. Après, ils font des trainings quand même, les artistes qui partent en tournée. Il faut gérer, ils gèrent leurs conditions physiques. Il y en a beaucoup qui font des entraînements avec des profs de danse, beaucoup. Enfin, je sais que Clara Luciani, elle fait des entraînements avec une prof de danse classique qui lui fait faire des sauts littéralement pendant 40 minutes parce que quand tu es sur scène, tu essaies de faire sauter le public, du coup tu sautes. Donc moi je sais que j'aimerais trop faire ça, mais on n'a juste pas le temps pour le moment. Mais ce serait cool. Le coaching, ça peut être une idée de reconversion pour vous? Non, pas forcément pour des artistes, mais c'est très en vogue en ce moment. Je pense, du coaching dans le triathlon, c'est vrai que ça pourrait éventuellement m'intéresser, mais je ne sais pas si d'ici 5, 6, je ne sais pas quand ma carrière va se finir, je ne sais pas si j'aurais envie de rester dans le sport ou si j'aurais envie de dire terminer, bonsoir. Quand on en bouffe 35 heures par semaine depuis des années, pourquoi pas. Ça peut changer. Quand vous courez ou quand vous faites du vélo, vous écoutez de la musique à l'entraînement? Alors, moi j'ai vu qu'on s'entraîne en groupe, on n'écoute pas trop de musique étant donné qu'on parle. Mais dès que je suis tout seul et que j'ai des trucs, on va dire aéro, faciles, j'écoute de la musique. Par contre, dès que j'ai des intensités, j'ai envie d'entendre mon cœur, m'entendre respirer, etc. Donc je coupe tout. Vous écoutez quoi alors quand vous avez les écouteurs Ça passe vraiment de tout, du rap, du reggae, du rock. Vraiment, moi j'écoute beaucoup de musique de manière générale et j'écoute de tout. Donc, très ouvert, Dorian Coninck. Je vous propose maintenant de découvrir la pop de notre duo grenoblois. Ah oui, les pépites, c'est le nom de la rubrique qui est consacrée aux moins de 25 ans. Quoi qu'ils fassent, à partir du moment où ils s'illustrent dans un domaine particulier, on les classe dans cette rubrique. Adèle et Robin, 40 ans, à vous deux? C'est ça, c'est ça, pile, J'ai bien compté, 19 et 21, donc vous êtes pile dans la catégorie. Lequel des deux est le plus jeune? Robin. C'est Robin? C'est moi, ouais. Il est né en 2001. C'est vous le petit jeune du duo. Ça fait quand même quelques années, même si vous êtes encore très jeune, que vous connaissez et que vous faites de la musique ensemble. Comment vous êtes rencontrés, Adèle? En fait, c'était pendant un stage en 2017, en octobre 2017, au conservatoire de Voiron. En fait, moi, je faisais un stage par la MJC de Rives, parce que j'habite à Rives de base. Et Robin, il s'est un peu incrusté avec d'autres gars. C'est ça. En fait, il y a le bassiste de mon ancien groupe qui m'a dit « Ouais, viens, il y a un stage à Voiron et tout pendant les vacances. » J'ai fait « Ouais, dac. » Puis on y est allé, mais on n'était que deux du groupe, donc finalement, musicalement pour ce projet-là, ça n'avait pas grand intérêt, mais ça a fini par avoir un intérêt. Du coup, on s'est rencontrés là-bas et lui, il écrit. Enfin, j'ai tout de suite vu qu'il écrivait des chansons que je trouvais trop cool. Et moi, je voulais commencer à écrire un peu des chansons en français parce que le groupe que j'avais avant, on faisait plus de la pop rock. Et du coup, je lui ai tout de suite, j'ai tout de suite accroché avec son univers et après, on a commencé à travailler ensemble, quoi. Le duo s'est formé et le duo vient de sortir un premier. Alors, c'est pas un album parce qu'il y a que 5 titres. On va dire un mini-album. C'est ça. Ouais, premier EP le 12 novembre. Donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Il est tout frais. On va en écouter quelques extraits au cours de cette interview.
Vous avez grandi dans la musique tous les deux. Quand on est à 20 ans capable de sortir un album, j'imagine que, comme pour le sport de haut niveau, on travaille ça depuis longtemps. Ouais, carrément. Bah, en fait, on a tous les deux un parent musicien. Moi, c'est ma maman, Adèle, c'est son papa. Pas du tout dans le même univers. Hein. Moi, ma maman, elle était violoniste dans un orchestre. Mon père, il est guitariste de rock, quoi. Ah ouais. Ouais, non, voilà, donc on n'a Vous pas avez peu de été- chance de jouer ensemble. On n'a pas été élevés aux mêmes choses. Bah, après, moi, j'ai beaucoup quand même évolué dans la musique, dans le sens où mes parents écoutaient beaucoup de musique. Plein de choses. Mon père écoutait pas mal de rock français, de chansons, rock anglais. Ma mère, elle m'a éduqué à Mozart, Bach, Schubert, Schumann et j'en passe. Mais ouais, t'as commencé tôt, quoi. Donc j'ai commencé tôt. En fait, j'ai fait du violoncelle quand j'étais petit. J'en ai fait pendant 5 ans, je dirais, de 4 à 9. Et ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais envie de passer à autre chose. Et à ce moment-là, j'ai découvert la guitare. J'ai découvert que c'était pas si compliqué que ça quand on avait 50 violoncelles dans les pattes. Et tout de suite, dès que j'ai découvert la guitare, j'ai eu envie d'écrire des chansons en fait. Parce que j'étais un peu un gamin renfermé. Et en fait, c'était une super manière de communiquer. Du coup, voilà, très vite, j'ai écrit mes premières chansons quand j'avais 10 ans. Il doit y avoir des extraits trouvables sur le net. Et voilà, j'ai créé un premier groupe à ce moment-là. Et ensuite, j'ai plus jamais lâché la musique parce que c'est ce qui me plaît, quoi. Ils les ont trouvés. Et voilà, Oh c'est rapide. Hein. Hop, il nous donne la suggestion et on la trouve quelques secondes après. Ça, c'est un de vos premiers concerts. J'imagine, vous vous souvenez de l'époque. Eh ben, c'est la fête des cerises à Murianette. En Très précisément. 2014. Donc là, vous aviez 12 ans, 11, Ouais, 12 c'est ans. ça. Ça a 12 ans, ouais. C'est fou, c'est fou. Et ouais, j'avais 12 ans et ça faisait déjà 2 ans que le groupe existait. Un groupe. Je crois que dans ce petit reportage, on parle du 2e disque. Exactement. C'est que- Exactement. As de pique, hein, c'était le nom, C'est ça, les le As de nom pique. de ce groupe de jeunes. Ah ouais, bah, très très jeune. même. La rapidité pour trouver. On sent qu'il y a déjà du potentiel. À 12 ans, c'est pas évident d'être comme ça dans un. Non, bah, Ah, en fait, c'est surtout que c'est rigolo parce que c'est vraiment déjà un projet avec lequel je voulais que ça se professionnalise. Et du coup, j'étais hyper actif de toujours vouloir que, tu vas voir, on va aller à l'Olympia et tout. J'étais chaud, quoi. Alors que, bon, avec du recul, c'est pas avec ce projet-là que j'y serais allé, quoi. Mais bref. c'est Ceci marrant. dit, si un jour vous allez à l'Olympia, des artistes qui ont fait l'Olympia et la Vogue des cerises de Murianette, à mon avis, il n'y en a Il y pas en a beaucoup. pas beaucoup, je pense. Donc là, vous aurez un avantage concurrentiel. C'est vrai. T'as On va du dire, background. Ouais, carrément. En tout cas, vous avez passé un cap depuis la Vogue des cerises et puis Oui. le premier groupe qu'avait Adèle, puisque maintenant vous faites des choses beaucoup plus professionnelles, avec toujours autant de cœur. J'imagine, on va écouter un premier extrait de ce petit album. C'est le premier titre d'ailleurs, ça s'appelle Demain. J'attends le soleil patiemment. Je l'avais oublié, il est apparu. C'était beau comme l'éclatement d'une fleur et pas d'un obus. Si le temps nous efface, chaque passant partira à la casse. Avancer, reculer, voilà le raté de l'humanité. Parle-moi demain, attends demain, et demain ça ne servira à rien. Parle-moi demain, attends demain, et demain ça ne servira à rien. Voilà, pour ce petit extrait, c'est facile de chanter avec tout le bas du corps dans l'eau de mer. Bah, alors on faisait du playback déjà parce que c'est un clip, mais sinon en fait c'était en mars et du coup l'eau était à 10 degrés à peu près.
Donc c'est pour ça quand il a parlé de la piscine en hiver, ça vous évoquait quelque chose. Vraiment, on a eu un j'ai eu élan d'empathie. un souvenir de ce tournage de clip où il était 8h du matin et on devait rentrer dans l'eau au lever du soleil, et vraiment. Je pense qu'on a mis... tout habillé avec les fringues, les chaussures et tout. On a mis 40 minutes à rentrer dans l'eau, c'était un sketch, quoi. Vraiment. Vraiment. Donc oui, mais bon souvenir quand même, et au final ça rend bien, donc Oui, pas je de vois bien la regret. comédie, il y a le sourire et tout. On n'a pas l'impression que l'eau est à 10 degrés. La piscine des Chirolles, elle est un peu plus chaude quand même, même l'hiver. J'espère. 28. Ouais. C'est pas grave. Il faut aller Ça tourner va. le prochain clip là-bas. Vous serez, Ouais, plus, dans la piscine des Chirolles. vous serez plus à l'aise. En tout cas, c'est une première chanson qui fonctionne bien, une pop qui s'écoute avec plaisir. Comment vous faites pour écrire à deux, parce que vous l'avez dit, chacun avait envie d'écrire ses propres chansons. Ça, ce sont vos compositions. Ouais. On travaille comment dans Duo? En fait, justement, on s'est rencontrés en 2017, mais il n'y a que vraiment en 2020 où on a commencé à écrire ensemble. Et donc, c'est pour ça que officiellement le duo est né en 2020. Et parce que, on s'est dit, c'est bon, on a envie de commencer à écrire ensemble les chansons. Et après, au niveau du fonctionnement, je pense qu'on a des fonctionnements assez différents sur comment on écrit les chansons. On a des visions globalement assez différentes. Moi, je sais que j'aime beaucoup... j'ai souvent des mélodies en tête. Du coup, j'enregistre sur mon téléphone des mélodies où je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment la mélodie qui compte. Alors que Robin, il a plus tendance à écrire des textes. Et du coup, ça peut correspond vraiment bien, parce que j'ai une mélodie en tête, il a un texte, et après, ça colle, quoi. C'est ça. Après, je pense que la grande difficulté, c'est de... On a plein d'idées, énormément d'idées. C'est vraiment, je pense que j'ai quelques centaines d'enregistrements dans mon téléphone d'idées d'accords, de guitare, de suites d'accords et de bouts de texte. L'idée, c'est de relier tout ça, quoi. Ouais. Et ça prend du temps. Ouais. ça prend du temps de trouver quelle suite d'accords va aller avec quelle mélodie, va aller avec quel bout de texte. La dernière chanson de l'EP qui s'appelle Yam, je pense qu'on a mis à peu près 1 an à l'écrire, parce qu'on l'écrivait par bout. Oui. Et au fur et à mesure, ça s'est additionné. On a fait, mais en fait, cette intro-là, elle pourrait aller avec ce couplet-là, et voilà. Et après, la chanson... Bon, ça donne en tout cas ce premier jet. Yam, c'est une référence assez claire avec le jeu de dés, puisqu'il y a le dé sur la pochette, là je me trompe pas trop. Oui. Jusque-là, Il y ça a va. un peu une double référence quand même. Ouais, après, c'est une auto-référence, on va dire. En fait, c'est que le thème de ce morceau, le thème musical de ce morceau, il vient d'un enregistrement que j'avais fait dans mon téléphone quand j'étais au quartier du Yam à Berlin. C'est le Youth African Art Market. Donc c'est un quartier qui a une espèce d'âme incroyable. Et donc je m'étais posé là-bas quand j'étais en voyage, tout seul avec ma guitare. Et j'avais improvisé ce thème-là. J'avais envoyé à Adèle, elle avait fait « Ah ouais, j'aime bien Yam ». Ouais, Et j'aime bien le mot Yam. J'étais là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Lui, il était en mode écoute la mélodie. J'étais non, j'aime bien le mot. Le titre suffisait. Vraiment, le titre est beau. Et voilà. Et du coup, on a décidé de faire un peu ce double clin d'œil sur le nom. Alors vous avez beau habiter au milieu des montagnes ici dans la région grenobloise, vous aimez bien la mer pour réaliser vos clips. Hein. Oui. Ouais. On est où là? On est toujours à 10 degrés? On est quelques mois plus tard, il faisait bien plus chaud. Et on est à Milos, en Grèce, dans les Cyclades. Après, à ce moment-là, il faisait pas si chaud que ça, parce qu'il était 6h du matin. Ouais. Donc, on venait de se réveiller. Et ouais, on a tourné. On aime bien tourner dans l'eau comme ça. Je trouve que ça rend bien, en fait. Comment vous voyez la suite de votre carrière? Premier EP, des clips déjà bien réalisés, bien léchés. Des concerts. Des concerts, j'imagine. Des concerts. C'est pas le plus simple en ce moment. Ah ouais. Non, c'est clair qu'en ce moment, entre tous les reports qu'il y a de 2020 et 2021 et tous les artistes qui ont eu le temps, enfin tous les artistes plus gros qui ont eu le temps de enregistrer un nouvel album et de repartir en tournée. C'est dur de trouver son chemin parmi les gros, quoi. On se fait pas couper l'herbe sous le pied, on se fait couper la forêt sous le pied. Mais on a quand même des on a quelques bonnes dates qui vont arriver. Vous êtes jeune. Oui. Encore, on va dire quelques années. On a envie. Si on regarde bien un petit peu les groupes qui émergent, finalement... c'est l'âge, en fait. En fait, je me dis, le temps qu'on enregistre un album, on aura quoi, 23, 24 ans? Et à partir de cet âge-là, t'es un vieux dans la chanson. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, concrètement, c'est comme le sport de haut niveau, presque. Ouais, c'est ça. Que tu prennes, il y a, j'allais dire une connerie, 20 ans, pas loin, un Renan Luce qui avait
22 ans quand il a sorti la lettre, ou que tu prennes un vidéoclub, un thérapie taxi, une Angèle, une Clara Luciani, c'est c'est cette génération. C'est- tous ouais, des jeunes c'est- en fait. En gros, t'as un créneau de 14 si t'es très très talentueux à 26 dans le pire des cas pour faire- émerger quoi. Ouais, pour émerger. 14, c'était Vanessa Paradis. Ouais, non, mais à l'époque. oui. Adèle, est-ce que vous savez où Robin aimerait chanter, puisque vous parliez de concert? Bah, On a parlé de l'Olympia tout à l'heure, mais... Bah, moi, je sais que dans une interview, quand il avait 9 ans, il disait qu'il rêvait de jouer aux arènes de Nîmes, c'est ça? Ah, presque. Non. Ah, Non. Ah, Ah, regardez. Vienne. Nîmes ou Non, Vienne l'amphithéâtre de Vienne, c'est ça. Ouais. C'est ça. regardez. Un truc qui me ferait très plaisir, mais vraiment plus tard, hein, quand on sera hyper grand, c'est de jouer à Vienne, là, dans l'espèce d'arène, dans l'amphithéâtre. Voilà. Je dis le mot Le arène. mot amphithéâtre. Oui, tu dis arène, ça m'a. C'est pour ça que c'est confusant. Ouais. Vous êtes hyper grand maintenant C'est hyper grand. Écoute, on n'est pas encore hyper grand. Je pense qu'il me reste 1 ou 2 centimètres à prendre dans ma vie. Il se relève d'un coup. C'est ça, hop, comme ça. Puis mon petit frère va être plus grand que moi, donc il faut que je me relève comme ça. C'est ça, le théâtre antique de Vienne. Effectivement, ça donne envie quand on voit ces images, qui est le théâtre de jazz à Vienne, chaque année en juin et juillet. Il faut peut-être changer le style musical alors pour intégrer la programmation. Ah, Oh, il y a quand même des petites. Enfin, il y a des soirées chansons quand même. On pourrait faire en sorte d'adapter pour rentrer dans la programmation. ouais, Non, mais il oui. y avait eu. Ils sont quand même assez Je ouverts. crois qu'il y a les Cowboys Fringants qui passent cette année. Oui, il y a une programmation Bon, très il y a large. quand même et une puis, programmation très éclectique, quoi. en tant que Kizero, on espère qu'ils vous feront une place dans les années à venir. En tout cas, vous verra serez, bien. je crois, sur un gros festival en Oui, Ardèche tout à au fait. mois de juin. À Luna Festival le 24 juin, en charmante compagnie, puisqu'il y aura Tim Dupe, Suzanne et M le Ouais. même soir. Mathieu Chédid, c'est bien. Mathieu Comme, Chédid, voilà, Je pense qu'il sera très content de jouer avec vous. il sera Mais ravi. on espère pouvoir les Il nous envoie des rencontrer dans les messages tous les loges. jours. Bon, vous serez présent aussi sur la cuvée grenobloise 2022. Tout à fait. L'album Yam est disponible. Comment on peut se le procurer? Et ben, soit sur notre site internet adellerobin.fr, soit en concert, à la fin. soit sur les plateformes de streaming, mais en vrai, nous, ça nous arrange si vous le commandez sur le site. Eh ben voilà, Yam, premier des longs albums qu'on espère voir fleurir dans les années à venir pour Adèle et Robin. Puis vous serez également en 2022 en concert un peu privé sur Télé Grenoble. On diffusera une captation qu'on fera à l'Iliade en début d'année. Merci à Dorian Coninx d'être venu avec sa médaille de bronze en attendant l'or de Paris en 2024. Bonne saison, bonne continuation dans le triathlon. Et puis on va terminer en chanson avec Adèle et Robin. Je vous propose de pousser les meubles. Vous allez vous mettre là à côté. Nous, on va s'éclipser. Et puis on vous écoute. Comment elle s'appelle cette dernière chanson? Dernière chanson, elle s'appelle Je te vois partout, et c'est celle qu'on a pu voir. Là, c'est le dernier clip qu'on a fait où l'eau était meilleure. Eh ben voilà, Je te vois partout, dernière chanson pour cette émission, mais il y en a plein d'autres en ce qui concerne Adèle et Robin. Je te vois partir, je pense, je crois que tu vas revenir, je croise les doigts. Ton regard en avant trace ton chemin. Tu sais, je suis patient, mais je t'attends en vain. Je te vois partout, quand le ciel brille dans les murs de la maison, ceux de la ville. Je te vois partout, mes yeux scintillent et tout devient flou. Je pars en vrille et je te vois partout. Depuis que t'es parti, je t'appelle tous les jours. Chaque soir en silence, sans moi je t'appelle au secours. Et l'écho me répond que tu ne m'entends pas. Tu me croiras ou non, mais sache que je t'entends dans chacun de mes pas. Je te vois partout, quand le ciel brille dans les murs de la maison, ceux de la ville. Je te vois partout, mes yeux scintillent et tout devient flou. Je pars en vrille, je te vois partout.
Je te vois partout. Je te vois partout. Je te vois partout. Je te vois partout. Je te vois partout. J'ai trouvé tes écrits et tu parles de moi. Si je l'avais appris, je me serais moqué de toi. Mais on se l'était dit, que ferais-je sans toi? Et la vie continue, je marcherai dans chacun de tes pas. Je te vois partout, quand le ciel brille dans les murs de la maison, ceux de la ville. Je te vois partout, mes yeux scintillent et tout devient flou. Je te vois partout. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.